voilà les causes, les premiers fondements du tribalisme, c'est-à-dire que les populations des autres régions regardaient des gens de l'Ouest comme des gens dangereux. Parce que le blanc leur dit, c'est des rebelles, ils contestent le pouvoir. Et vous, vous êtes à Yaoundé, c'est le siège de l'institution, vous avez tout. Vous êtes à Douala, c'est le siège de... Vous avez tout. Il faut craindre ces gens. Problème. Quel Parce problème? que vous voulez parler, vous voulez qu'on dise que le Bamileke est un tribaliste. Qui a dit ça? Depuis que nous tournons... Ah ben... Valère Bessala, bonjour et bienvenue au programme. Merci beaucoup. Bonjour Monsieur Haïssi, bonjour à vos millions de téléspectateurs et de téléauditeurs. Je tenais à présenter mes plates et sincères excuses pour ce retard qui est inhabituel dans mon comportement. Peut-être dû aussi aux aléas de résonance de cette invitation qui a été un peu tardive. Alors, Valère Bessala, nous ne trahissons pas en secret, vous êtes de la territoriale, vous avez d'ailleurs travaillé pendant un certain nombre d'années dans cette partie du Cameroun. Vous connaissez donc bien cette zone. Quel est le commentaire et l'analyse que vous posez lorsque vous avez vu ces vidéos venant justement de Kousséri où le secrétaire général, la président de la République, le ministre d'État, Ferdinand Ngongo, a passé quelques moments inhabituels? Bon, moi, je ne vais pas peut-être faire de commentaires, je vais peut-être entrer dans l'analyse et y rester. Je crois qu'on a peut-être des questions d'abord à se poser. Depuis d'abord, pourquoi est-ce qu'on a renoncé? Pourquoi le président a renoncé à envoyer son premier ministre? Parce qu'au départ, c'était le premier ministre qui était prévu pour la descente. Ça, il faut bien le préciser. Au-delà de ce que les gens veulent dire, c'est le premier ministre qui était la première option du président. Pourquoi avoir modifié? Garder le premier ministre à Yaoundé et changer à envoyer plutôt le secrétaire général de la présidence de la République. Ça, c'est la première question qu'il faut d'abord se poser. La deuxième question, c'est pourquoi une situation qui est telle, celle-là, et qui relève du territoire, a dépassé les compétences de tout un ministre de l'administration territoriale. Dans un pays où nous savons, et avec l'actualité de ces derniers temps, son outrecuidance à s'intéresser à toutes les situations, parfois celles qui ne relèvent même pas de sa propre compétence. Comment est-ce qu'il a pu être surpassé par une telle situation qui relève minimalement de sa compétence? Ça, c'est la deuxième question. Moi, je ne suis pas là pour répondre à ces questions. J'en pose, ce sont des questions rhétoriques pour que les gens qui nous regardent, même, ils trouvent des réponses. Alors, la troisième question, je la trouve aussi simple. Quel est le ressort qui a été brisé dans la logique de travail technique des autorités administratives, de préparation de la descente d'une autorité centrale? Parce que dans la descente d'une autorité centrale en territorial est soumise à plein de préalables. Le premier préalable, c'est la consultation des populations qui sont concernées par la visite. C'est-à-dire que l'autorité administrative de base, c'est-à-dire la plus profonde dans la base, c'est le sous-préfet. Si c'est dans un arrondissement que la population arrive, le sous-préfet, il écoute, il appelle les leaders, parfois des personnes dans la population qui ont pignon sur rue. Il les écoute, il recense, il cherche à connaître en fait le fond de leur pensée, parce qu'en fait on ne vous dira pas toujours le fond de la pensée. Il faut toujours causer avec la population pour savoir exactement ce qu'elle veut, ce qu'elle pense et ce qu'elle est susceptible de dire à l'autorité ou de demander à l'autorité qui arrive. Le préfet peut faire le même exercice si cela concerne par exemple plus d'un arrondissement. Vous comprenez? Si on est par exemple dans le Mayo-Kani, je crois que ce parc-là doit prendre au moins 2 ou 3 arrondissements, un peu plus. Donc que ce soit Guidigis, que ce soit une partie de Kaélé, un peu plus peut-être vers Taïbon derrière là-bas, vers un pays profond tout pourri, vous voyez. Donc ces autorités font ce travail de base et recensent donc les questions possibles, probables, qui pourraient être posées à l'autorité et on les lui route avant même qu'elle ne quitte Yaoundé. C'est-à-dire qu'elle vient déjà en sachant que voilà les questions qu'on va poser et à partir de là, les conseillers techniques, comme c'est le secrétaire général de la présidence, travaillent déjà à trouver des réponses qui peuvent être validées par le président de la République. Parce qu'avant de partir, on doit lui dire, voici ce que les populations ont demandé aux autorités administratives. Et voilà les questions qui nous seront probablement posées. Monsieur le Président, est-ce que nous pouvons leur accorder ceci, faire telle déclaration, telle ceci? Alors il peut valider, le Président, puisqu'il s'agit d'un secrétaire général de la présidence. S'il s'agissait du Premier ministre, on arrivait au secrétaire général des services du Premier ministre, qui soumettait au Premier ministre, qui validait, après avis peut-être du Président, si ce sont des questions qui ne relèvent pas totalement de son pouvoir entier. Vous voyez, c'est comme ça le travail. Donc quand le secrétaire général partait donc de il était supposé déjà avoir une idée globale de toute la situation sur le terrain et des questions possibles qu'on lui poserait. Et surtout, des réponses qu'il apporterait et des promesses qu'il ferait. Vous comprenez? Du type de population, du type de personne ou du type de groupuscule d'individus dont il aura affaire dans sa descente. Voilà un travail technique qui est fait en amont. En amont. Donc quand il arrive, la deuxième chose, quand vous avez dit il est arrivé à Maroua, en temps normal, le gouverneur le reçoit et lui répète encore ce qu'on attend de lui sur le terrain. Il n'est pas obligé de dire au gouverneur ce qu'il va dire, mais de toutes les façons, il lui refixe les idées. Et avec son état-major et la préfectorale, il accompagne donc sur le terrain. Ça veut dire que nous sommes dans un jeu de musique.
dont les mélodies, donc les accords, la portée ont déjà été préconçus et qu'il faut seulement jouer sur le terrain. Ça veut dire qu'une fois qu'on arrive sur le terrain, tout réside uniquement sur les capacités de diplomatie de l'envoyé, notamment dans notre cas du secrétaire général de la présidence de la République, qui saura jouer parce qu'il a déjà les réponses aux questions dont lui connaît déjà la teneur. Ça, c'est sur le plan technique. Alors, vous soupçonnez que ce travail technique n'aurait pas été fait? Alors, j'ai posé la question, qu'est-ce qui s'est donc brisé? Quel est le ressort qui a été brisé dans ce travail technique préalable de la préfectorale sur une visite annoncée de la centrale? De 3, de 4, vous regardez la visite. Officiellement, il était censé aller à Kaélé, dans le Mayokani. C'est ça, c'est là-bas le problème. Bon, moi, je me suis posé des questions. Comment il fait pour se retrouver à Kousséri? Est-ce qu'il y avait un problème à Kousséri? Et je pose cette question pour que vous me suiviez bien dans ce doute que j'ai. Parce que vous allez comprendre qu'à Kaélé, il a reçu les populations, du moins les groupuscules qui étaient en disharmonie avec l'État. Et à Kousséri, il a manqué l'exercice. Ça veut dire qu'en fait, à Kousséri, il y avait une certaine programmation. À Kaélé, il y avait une certaine programmation. Mais à Kousséri, il n'y en avait pas. Ça veut dire qu'on a une improvisation qui a été faite sur Kousséri. Parce que quand vous parlez du pont Ngeli, le pont Ngeli n'a pas de problème, à mon avis, jusqu'à aujourd'hui, puisque le pont Ngeli a été conçu par le Tchad et le Cameroun, et beaucoup plus par le Tchad, parce que le Tchad en avait besoin. Vous comprenez? Donc, il y a une partie de la villégiature qui lui a en fait resté à la gorge. Parce qu'en fait, aller pour une mission à Kaélé, vous avez fait votre job, il n'y a pas eu de problème. Puisque tout le monde peut le voir, il a reçu la population, il a causé avec elle, il lui a donné des réponses, et vous êtes allé en villégiature. Et vous vous retrouvez donc coincé. Pas dans les problèmes des populations, justement, qui, soit, peut-être avaient lui dit que vous venez, on a dû les mobiliser. Mais se sont dit, nous profitons de la situation pour poser nos problèmes. Au lieu donc de rentrer dans le même exercice que Kaélé, c'est-à-dire les recevoir, les écouter, alors il a voulu se faufiler. Parce que quand vous voyez les réactions de ces populations, aller prendre en otage un hélicoptère, vous comprenez qu'il a voulu se faufiler. Et il a voulu utiliser la force pour partir. Parce que les populations du Septentrion, et là j'en ai le 5e élément, le dernier, les populations du Septentrion sont des populations très pacifiques. Vous savez, très pacifiques. Elles ont été adoucies davantage par la main dure du président Ahidjo. Et je parle particulièrement des populations de l'extrême. On passe la parole à Valère de Sala. C'est vrai qu'on peut rigoler, on peut sourire. Mais est-ce qu'il ne faut pas dire qu'il faut de plus en plus prendre conscience que les populations d'un bon nombre de secteurs au Cameroun souffrent et qu'il va falloir véritablement tenir le langage de la vérité? Je ne crois pas qu'il peut y avoir un langage de vérité au Cameroun de manière générale, tant que ce régime règne sur le pays dans cette configuration. Et pour la région, les régions dont nous parlons, oui. Je vais peut-être vous parler d'une anecdote qui va peut-être vous faire comprendre la suite de mon propos. Alors, quand j'étais sur le terrain, comme préfet adjoint, j'aimais souvent faire des petites villégiatures le week-end, et j'allais voir des lamibés qui étaient très influents et qui connaissaient le pays profond. Et mon critère de sélection de ces lamibés, c'est justement parce qu'ils avaient traversé les deux époques, c'est-à-dire l'époque du président Ahidjo et parfois d'autres avant les indépendances et l'époque du Biya. Alors, j'aimais beaucoup l'amido de Yaguaevele parce que c'était un administrateur civil et derrière la promotion du ministre des Finances. Je vais taire son nom parce que l'anecdote ne correspond pas beaucoup. Alors, il aimait souvent parler du dernier soldat de l'Empire. Et chaque fois qu'on parlait des régions du Nord, il me disait le régime du renouveau a fait du Septentrion l'âne du renouveau. Alors je lui disais, pourquoi l'âne du renouveau? Il me dit, parce qu'il avait des ânes dans sa cour. Et je lui dis, mais c'est pas parce que vous avez des ânes, Majesté. Il me dit, non. Quand vous prenez la première lettre de la Damawa, A. Vous prenez la première lettre du Nord, N. Vous prenez la première lettre de l'extrême Nord, E, ça fait âne. Et il me disait, effectivement, le régime du renouveau considère le Septentrion comme l'âne du renouveau. C'est-à-dire ce petit animal qu'on utilise. Mais moi, je vais accentuer davantage mon argumentaire sur les relais. La notion de relais est une imposture. C'est voir le président au quotidien, qui est le secrétaire de la présidence de la République, qui quitte Yaoundé pour aller régler un problème de parc, un problème de soulèvement de population à l'extrême nord, alors qu'on a un premier ministre, alors qu'on a un ministre de l'administration territoriale, alors qu'on a un ministre de la décentralisation, on a un président de région. Je reste sur le président de région. Parce que quand on dit président de région, il dirige vraiment la région sur tous les aspects. C'est-à-dire notamment l'aspect agro-pastoral, l'aspect économique, l'aspect tout ce que vous pouvez imaginer. Donc nous avons ce problème de grippe du pouvoir jacobin de Yaoundé. Mais je ne voudrais pas que l'on pense que ce qui se passe aujourd'hui, peut-être avec le RGPR est anodin, parce que quelqu'un a parlé des pièges, il faut faire très attention. Mais je suis d'accord, c'est un piège qui lui a été tendu. Et vous appuyez beaucoup plus sur quoi? Je le dis tout simplement.
j'ai dit comment les réunions... Qui a intérêt à piéger tout un SGPS? Vous avez posé une question sur les relais et vous allez comprendre que vous avez bien fait de la poser. Je vais l'ajouter pour l'expliquer ici. Quand une autorité part de Yaoundé pour la région, les élites locales se réunissent aussi pour préparer la même réunion. C'est-à-dire que le SGPR part de Yaoundé pour chez nous. Ça veut dire que si le ministre de l'économie n'a pas le temps de se mobiliser, il appelle au moins tous ceux qui sont sur place, il leur dit « Je ne veux pas de couac. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a une doléance? Donnez-la moi immédiatement. » Et puis il peut transmettre au SGPR qui, avant de quitter Yaoundé, sait déjà que Ousmane Mey, qui est le ministre, l'autorité la plus élevée, politique la plus élevée de la zone, m'a déjà dit que voilà ce qui se passe là-bas. Vous comprenez? Donc, c'est là le piège. Et en plus, vous avez souvent vu, parfois quand une autorité de Yaoundé, une autorité centrale qui est Yaoundé, faites très attention, parfois les élites locales, ministres de leur position, voyagent même avant pour aller se retrouver là-bas et l'accueillir. Est-ce que vous avez vu Ousmane Mey là-bas? Il n'y était pas. Alors, Ousmane Mey n'était pas au courant que le SGP devait aller dans son village? Je ne lui jette pas la pierre. Non, pas du tout. Je suis en train d'expliquer le mécanisme du piège, puisque vous m'avez demandé. Ousmane Mey a négligé cette visite? C'est vous qui le dites. Non, c'est une question. Et vous déduisez ce que vous voulez. Donc, il n'y avait pas l'élite la plus élevée, ni son adjoint. C'est-à-dire, on a saboté cette descente du SGPR. C'est pour ça que j'adoube la position de Blériot, de piège qui aurait été tendue au SGPR. C'est-à-dire que les élites n'ont pas préparé rien. Et puis, la grande élite du Septentrion, c'est le président de l'Assemblée nationale. Depuis 33 ans. Depuis 33 ans. Il est là-bas depuis 92. Ça veut dire que le président de l'Assemblée nationale devait réunir tous les ministres du coin, tous les députés, tous les sénateurs. Il a dit, voilà le SGPR, l'oreille du président arrive chez nous. Il y a quel problème dans chaque département parce que lui, il est encore capable de ça aussi. Parce que le président de l'Assemblée nationale, le président n'est pas capable. Toutes les régions, toute la région de l'extrême nord. Vous comprenez ce que je dis? Donc, il devait avoir au moins cette réunion au niveau stratégique du PAN. Mais alors, je sors en disant que le piège donc au niveau aussi du PAN, c'est que vous savez que le PAN n'a pas été, du moins le secrétaire général de la présidence de la République, n'a pas été très doux avec le président de l'Assemblée nationale, vu tout ce que vous savez, l'actualité qui s'est passée depuis 2 ou 3 années. Et on comprend parfaitement que les gars, ils ont trouvé l'occasion de lui en faire voir avec des peaux de banane assez glissantes pour qu'effectivement le président comprenne qu'il est un homme des dossiers et des task force à Yaoundé. Il n'est pas un homme de terrain qui peut mériter peut-être le pouvoir puisqu'on le soupçonne de cela. Ah, ce n'est qu'un soupçon pour cette prise de parole. Valère Bessala, je vais résumer, je prends le risque de résumer les propos du docteur Ilay Kamga. Il parle très bien. Prenons le ministère des Finances. On a eu à citer Laurent Esso, on a cité Amadou Ali. Allons aux finances. Encore aux finances. Voilà. On peut aller ailleurs. Rester aux finances. Mais aux finances, il y a eu à la mine. Je vais vous répondre quand à la mine, mais... Et lui, vous savez d'où il vient? Oh bah non, il va partir la bêtise. Et après donc ça. Non, je veux Et avant lui, avec qui? Depuis 82. Bon, moi, je vois pas la chose. Ça commence un peu à bugger, vous voyez un peu. Non, donc je ne voudrais pas... Il vous a cité les cas, il y a des statistiques. Les ambassadeurs, dès que vous regardez, vous mettez le curseur, vous retrouvez une aire. même dans la préfectorale. Vous mettez, et pour de souveraineté, vous mettez le curseur. Quand on prend même quelqu'un d'une autre aire géographique, on met dans un poste de souveraineté, c'est qu'il a une affinité particulière avec le chef. Soit avec le chef directement, soit avec l'un des parents ou des relais que j'ai cités. De toutes les façons, qu'on le tient quelque part. Aussi simple que ça. Pour moi, n'est pas là le débat. Moi, le débat, c'est pourquoi est-ce que le Cameroun est devenu un pays tribalisé. Je parlais tout à l'heure des causes. Tribalisé. Tout à fait. Le président Aïdjo avait un fonctionnement simple. Je l'ai expliqué en partie dans mon propos précédent. Mais Aïdjo, lui, il avait un souci. Il était contesté par ses propres frères. C'est-à-dire que ses propres frères pensaient qu'il n'était pas le meilleur d'entre eux que le blanc aurait eu à choisir. C'est pour ça que Baba Touré était très violent avec ses frères, notamment les Lamibé qui contestaient même son sample. Vous voyez? Et lui, il utilisait donc l'éclatement ou la distribution équitable du pouvoir pour justement choquer ses frères et mieux les contrôler. Onanawana était ministre des Finances d'Aïdjo. Tout à fait. Onanawana. Il y en a d'autres. Vous comprenez? Et ses frères ne pouvaient pas revendiquer cette affaire-là parce qu'ils sentaient que Aïdjo travaille avec d'autres pour mieux asseoir son pouvoir et les contrôler. Donc faisons attention. Quand il prenait par exemple pour la province du Nord, avec le gouverneur, l'inspecteur général, Ousmane Mey, qui a passé presque tout le temps à Pérol. Vous savez, là où il a pris le type, il était justement dans Kousseri, dont nous parlons, la Logo-Nechari, sortait du Logo-Nechari. Donc un extrême du Septentrion qui venait en fait tenir toute la grande région, toute la grande province du Septentrion, c'était pour contrôler ses beaux frères. Donc lui, il a utilisé justement l'éclatement, il a chassé le tribalisme du moins institutionnel, loin des confins du pouvoir, pour mieux asseoir son pouvoir et s'assurer effectivement qu'il sera toujours en sécurité face à ses frères justement qui contestent son sample. Mais cela ne dit pas que pendant qu'Aïdjo était là, il n'y avait pas un tribalisme rampant. Parce que le tribalisme rampant ne naît pas d'aujourd'hui. Tout à fait. Le tribalisme rampant, pas même d'avant les indépendances. C'est-à-dire qu'il a été imposé par le colon. Tout à fait. Scindé, coupé.
certaines provinces des autres. Parce qu'en fait, le Bamileke, pour arriver à Yaoundé, avait besoin d'un pass, vous appelez ça comment? C'était un laissez-passer. Parce qu'en fait, c'était reconnu comme un pays de rebelles. Tout à fait. Donc pour traverser Bebdala, ce pont-là même n'existait même pas encore. Le pont-là, on passait à la nage ou bien pas des pirogues, pas des bacs. Pour traverser cet endroit-là, la Sanaga, il fallait avoir justement un laissez-passer. Voilà les causes, les premiers fondements du tribalisme, c'est-à-dire que les populations des autres régions regardaient déjà à partir du laissez-passer les gens de l'Ouest comme des gens dangereux. Parce que le blanc leur dit, c'est des rebelles, ils contestent le pouvoir. Et vous, vous êtes à Yaoundé, c'est le siège de l'institution, vous avez tout. Vous êtes à Douala, c'est le siège de... Vous avez tout, il faut craindre ces gens. Pour partir traverser le pont du Mungo, le Bamileke avait besoin de laisser passer. Ça, c'est ce qu'il faut dire aux Camerounais. Les fondements donc, du tribalisme partent de là, c'est-à-dire la crainte de certaines tribus envers les autres. Tout à fait. La crainte du Camerounais envers un autre, à l'égard des autres. Cela a donc rampé jusqu'en 82. Et bien lui, il a transformé l'affaire, c'est-à-dire en se disant, je suis du centre-sud-est, puisqu'il y avait encore une seule province. Comment faire pour me maintenir? Il a inversé la logique politique d'Aïdjo. C'est-à-dire que, pour empêcher ses frères d'accéder au pouvoir, il leur a tout donné. Et il a plutôt fait des autres, des aigris, qui vont toujours prier au quotidien pour que lui, il tienne le pouvoir afin de les délivrer de la mainmise de ses propres frères au pouvoir. La logique aujourd'hui, quand vous vous plaignez, vous dites que les boules ont tout, les boules ont tout, les boules ont tout. Nous voulons le chassement, nous voulons chasser les boules du pouvoir, nous voulons chasser. Bien, tranquille. Parce qu'en fait, quand vous dites les boules ont tout, nous voulons chasser les boules du pouvoir, lui, il sait que ses frères sont en insécurité et ils savent qu'ils n'auront de pouvoir que tant que lui sera au pouvoir. Et donc, ils vont jouer des coups pour le maintenir. Voilà la logique simple du président Paul Biya. Donc, il a institutionnalisé le tribalisme, ce que l'aîné docteur Kamga appelle le tribalisme d'État. Pour que ses frères soient toujours insécurisés par les revendications des autres tribus lésées. Et que justement ses frères travaillent au quotidien pour le maintenir au pouvoir. Aussi simple que ça. On n'a pas besoin d'expliquer de midi à 14h. Les propos haineux donc ne sont rien d'autre que la conséquence de l'exacerbation du tribalisme qui en fait a encore un autre petit enfant qu'il a accouché, c'est-à-dire la malgouvernance. Puisqu'ils doivent maintenir l'hégémon suprême au pouvoir, ils sont obligés de piquer dans la caisse pour lui faire plaisir. Et quand on pique dans la caisse, on ne justifie pas ça parce que ça n'a pas été prévu. Conséquence, c'est que la corruption devient donc aussi institutionnalisée, une corruption d'État. Comme le tribalisme est devenu un tribalisme d'État. Nous avons donc une république de la malgouvernance. Nous avons une république des abjections sociales et sociétales qui justement ont pignon sur rue et qui justement commandent ce que nous vivons aujourd'hui. Le Cameroun est donc un État, n'est pas un État tribaliste, mais un État tribalisé. Je vais donner en amont des explications. Merci Valère Bessala. Lorsque nous parlons de ce tribalisme et de ces propos haineux, est-ce qu'il faut craindre pour la quiétude de l'élection présidentielle qui aura lieu justement dans environ 8 mois? Mais pourquoi est-ce qu'on va craindre pour cela? Même si les gens se plaignent de certains mots, il est clair que ce sont des mots de la société, de tous les jours que nous vivons, nous entendons, mais en fait le Camerounais, pour fond, n'est pas concerné par ce que certains revendiquent en politique. Je crois que, pour embrayer sur l'argumentaire du docteur Hilaire Kamga, qui me semble n'est pas tout à fait compris, je crois qu'il faut inverser la donne sur la notion de tribalisme, et je vais finir par le domaine politique dans lequel vous voulez m'amener. Pour dire que le pays a été fabriqué depuis le colon, tel que nous le voyons aujourd'hui. Et Aïdjo n'ayant rien inventé, Biana non plus rien inventé, mais il a sophistiqué à sa façon et retourné, je l'ai expliqué tout à l'heure. Mais je veux juste percer dans un tour de recoin pour dire, laissons le tribalisme d'État là où il est. Et parlons du tribalisme dont on reproche par exemple le reste de la région par exemple de l'Ouest. La région de l'Ouest et tous les ressortissants de l'Ouest. Je m'amuse parce que je vois que vous tournez autour de ça, mais vous ne voulez pas parler du problème. Quel parce problème? que vous voulez parler, vous voulez qu'on dise que le Bamileke est un tribaliste. Qui a dit ça? Depuis que nous tournons... Ah ben moi je ne fais pas une émission sur le Bamileke. On dit le Bamileke. Non, c'est mon argumentaire, c'est mon temps de parole. Mais pourquoi vous soupçonnez qu'on tourne? C'est mon argumentaire et c'est mon temps de parole. Bon. Alors vous tournez depuis et je vois comment le docteur Hilaire Kamga est mis dans ses petits souliers. Parce qu'en fait, vous n'arrivez pas à lui faire dire ce que lui ne veut pas dire. Aujourd'hui, tout le monde dit que le Bamileke est tribaliste. Il est tribaliste. Il ne veut faire qu'avec son village. Personne ne l'a dit sur ce plateau. Hein, j'ai dit on. Non, si vous êtes dans on, si vous êtes dans on, c'est tant mieux. Qui c'est ça, moi, se mouche chez vous. Je dis ceci. On dit le Bamileke est tribaliste. Il fait tout chez lui. Bon, d'accord. Mais pourquoi? Si tant est qu'il est comme ça vraiment, comment l'est-il devenu? Parce que vous n'allez pas dire qu'un enfant est un brigand. Mon fils est un bandit de grand chemin. Il vole au quartier, il vole aujourd'hui. D'accord, c'est un voleur.
Mais comment est-il devenu un voleur? Ok? Mon propos, c'est pas là. Je vous ai parlé du laisser-passer. Et d'ailleurs, un de nos téléspectateurs a ajouté un élément. Non, il m'a pas recadré. Il a ajouté l'élément du Bassa aussi. Ouais. Parce que je suis resté focalisé sur le Bamileke. C'est-à-dire l'homme de Bafang particulièrement, puisqu'il s'agissait du... Vous voyez? Alors, partez du laisser-passer. Ils se sont sentis frustrés dans l'histoire. Vous comprenez? Le professeur a parlé... C'est vrai quand même qu'il y a Valère Bessala, je vous repasse la parole. Vraiment, l'émission de ce matin ne pose pas un problème Bamileke. Il faut que ce soit très bien compris. Maintenant, je vous repasse la parole. Le professeur a parlé des capitaines d'industrie. D'accord? Le ministre Kodok, en 1966-1968, je parle sur votre contrôle, professeur, il était ministre de l'économie, quelque chose comme ça d'Aïdjo. Il avait justement, c'était un dossier que le président Aïdjo lui avait confié. Et c'est lui qui est en fait l'instigateur des capitaines d'industrie qui relèvent particulièrement d'une certaine aire géographique, c'est-à-dire de l'Ouest. Parce qu'en fait, il ne faut pas comprendre. Il faut comprendre que Aïdjo avait le souci d'équilibrer l'injustice qui avait été aussi faite à cette région-là du fait du maquis. C'est-à-dire ces gens qui avaient été réduits socialement dans leurs petits souliers, comme étant des gens qui ne peuvent pas aller partout dans le Cameroun, comme tous les autres Camerounais. Ils avaient besoin de laisser passer. Comme l'Ambassa. Vous comprenez? Donc je veux dire, vous faire comprendre que la logique tribaliste, quand j'ai dit que l'État a été tribalisé, il y avait déjà, je ne vous permets pas pour ça, il y avait déjà. Il y a une ambiguïté fondamentale dans votre propos. Le laisser passer n'indexe pas une communauté. Le laisser-passer est un instrument de sécurisation. Non, c'était clair. Laissez, monsieur, un instrument de sécurisation parce qu'il y avait ce qu'on appelle des zones de sécurité. Je suis désolé. Le problème, c'était les zones de conflit. Je suis désolé. Des communautés. Ça concernait des communautés pervertir, monsieur. Je suis désolé. C'est la perversion. Non, mais toi aussi tu vas perversion. Le laisser-passer n'était pas de c'était bien quasi par rapport à des gens qui faux, monsieur. Je suis désolé. Il faut pas Calmons-nous, s'il vous plaît. C'est Valère Bessala qui a la parole, s'il vous plaît. Professeur Warangini, se calme. Docteur Hélène Kamzabou, nous calmons. S'il vous plaît. À leur manière. On vous a compris. Permettez à Valère Bessala de discuter. Moi j'écris, tu contestes, il n'y a pas de problème. Docteur, on vous a compris. Valère Bessala, c'est vous qui avez la parole. Je sais que le professeur est dans de la mauvaise foi. C'est ça. Et je peux le comprendre parce que peut-être il lui manque un certain élément, c'est-à-dire la gestion administrative de terrain. Je rentre dans un domaine qu'il connaît, pour prendre l'exemple et retomber sur le cas. Dans le domaine des pêches, le droit de la mer, les filets maillants, quand on donne une certaine mensuration pour les filets à jeter dans la mer, c'est parce qu'on recherche, on veut que le pêcheur ait un type de poisson et en évite un autre, pour perpétuer les races halieutiques. Vous comprenez? Je rentre dans la technique administrative de terrain. Quand on instaure le laisser-passer, certes, il peut dire que ça concerne tout le Cameroun, mais on sait qui ont recherché à recaler. Vous comprenez? Qui ont cherché à recaler? S'il vous plaît. Je reste donc dans mon sujet. Je sais que vous avez parfaitement compris. Je reste dans mon sujet pour dire que Kodok, qui a dans ce dossier d'Aïdjo, est chargé, théoriquement, de régler un problème, une injustice, c'est-à-dire ces gens de l'Ouest, particulièrement parce que le Bassa, Kodok lui Bassa, donc on peut déjà penser qu'ils étaient fondus dans l'air du centre. Vous comprenez? Ces gens de l'Ouest-là doivent se sentir quand même concernés aussi dans ce pays, même si politiquement on les met de côté. Regardez par exemple ce qu'on fait en Dormont. Regardez pratiquement ce qu'on fait en Dormont. Qu'est-ce que vous voulez démontrer, Valère? Que le Bamileke a toujours été exclu du pays? C'est ce que vous voulez démontrer? Je suis en train de démontrer que le tribalisme que vous reprochez à l'homme Bamileke est une réponse à un tribalisme rampant institutionnalisé depuis la colonisation. C'est ce que je suis en train de vous dire. C'est ce que je suis en train de vous dire. Donc je veux que vous compreniez cela aujourd'hui. Et que le dossier économique de Kodok vise justement à tempérer leur esprit d'exclusion. Et si nous allons un peu plus loin, vous vous retrouvez aujourd'hui avec ces gens qui justement revendiquent le pouvoir. Et on veut toujours les ramener à une affaire de... Les Bamileke disent que c'est leur tour. Quand les nordistes disent que c'est leur tour, est-ce qu'ils ne sont pas tribalistes aussi? Vous comprenez? Peut-être qu'ils utilisent des moyens qu'ils ont reçus, ou du moins des moyens qu'ils ont développés pendant leur exclusion politique. Parce qu'il faut aussi comprendre cette logique. Donc je ne voudrais pas moi. Je sais que j'ai touché là où ça ne vous a pas plu. Donc je je dis ceci, monsieur. Non, monsieur, ça ne vous concerne pas particulièrement. Ce que vous dites, c'est là où ça ne m'a pas plu. Je ne le permets pas. Vous, c'est pas vous. Voilà. Il faut que ce soit très clair. Donc je voudrais simplement dire que je n'ai rien à voir avec ça. La question du tribalisme ne doit pas être une question aérienne. Ne la gardons pas aérienne. Quand nous allons évoquer le sujet, nous savons ce que nous voulons dire, nous savons là où nous voulons aller. On a compris. Chaque jeune est libre d'exprimer son choix politique, même en faveur de Paul Biya. Valère Bessala, l'élection, on ne le dira jamais assez. Pour l'instant, c'est pratiquement dans 8 mois. Nous avons vu des jeunes au Palais des Sports demander au président de se représenter. Qu'en pensez-vous?
Je ne sais pas pourquoi la question est retournée à mon niveau. J'ai posé la question à presque tout le monde. Oui, bon, elle est retournée. C'est l'homme de la Jouvence. De toutes les façons, Et vous êtes je crois que je trouverai un moyen pour rentrer dans le fond de l'affaire. Allez-y, allez-y. Allons directement, surtout que nous n'avons plus le temps. Donc allons directement au niveau du fond. Il est important, moi je veux dire aux jeunes, je ne crois pas à cette mascarade du palais de Polyvalent. Oh là là. Puisque si cette jeunesse qui est allée là-bas est vraiment sincère, la meilleure chose qu'elle puisse donner à Paul Biya, c'est sa propre vie pour qu'il vive encore 100 ans. Donc c'est pas l'argent. Biya n'a pas besoin d'argent. De régler ses comptes à tous ceux qui lui ont fait du mal politiquement pendant les 7 ans. Faites très attention. Je peux déjà vous dire ici qu'à travers ce discours, le président a annoncé l'élimination d'au moins un candidat en vue sur la scène politique. L'élimination comment? Je dis bien l'élimination politique d'un candidat sur la scène politique. Je viens de le dire. Ceux qui ont les oreilles pour entendre. Et pourquoi on éliminera un candidat? Parce qu'il est justement rancunier. Il a parlé de la manipulation des jeunes. Ceux justement qui ont utilisé les jeunes pour l'indisposer particulièrement, pendant tout le septennat. Je vous le dis comme ça. Vous savez, je suis venu sur cette chaîne. Il a dit il y a 2 ans qu'on allait renvoyer l'élection législative et municipale. On m'a sauté dessus. Ça a été fait. Oui, c'était une évidence, mais ils m'ont sauté dessus. Je le dis encore aujourd'hui. Le président de la République vient d'annoncer qu'au moins un candidat, j'ai dit au moins un candidat serait éliminé. Mais sur la base Valère, aidez-nous, nous gagnons en temps. Je passe aux jeunes un message. Je passe aux jeunes un message. Est-ce que les jeunes ont compris Je voudrais donc dire, ce n'est pas une devinette, c'est bien compris, M. Bafaïs. On va éliminer quel candidat? Je voudrais donc dire. Mais Valère, je vous connais courageux. Je voudrais donc dire aux jeunes que l'instant présent est à se ranger sur la cause de notre génération. Très bien. Merci Valère pour cette dernière intervention. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Nous allons dire merci à ceux qui nous ont encore une fois de plus accompagnés ce dimanche. Merci à notre invité permanent, le professeur Owen Nguini. Merci à Valère Bessala de Jouvence, guide de Jouvence. Merci à Yaya Bello du PCRN. Pierre Blériot continuera à être mon consultant. Merci également au docteur Ile Kamga de l'offre Orange. Merci. La première rediffusion de ce programme, ce sera ce soir à partir de 21h. La deuxième rediffusion interviendra la semaine prochaine, mercredi, à partir de 14h. Merci à toutes nos équipes techniques, mais également rédactionnelles. Merci à notre président directeur général, monsieur Dieudonné Van. Je souhaite à tous et à toutes une bonne fin de semaine.